Bonjour tout le monde, je suis votre frère Bertin Bahaya. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, né de père et de mère congolais, et je suis spécifiquement originaire de l'île Idjoué. Idjoué est une grande île, la deuxième plus grande d'Afrique après Madagascar, et c'est situé entre les deux villes congolaises, Bukavu et Goma, sur le lac Kivu, en plein milieu. C'est une île qui est située en altitude, ce que quand on monte au niveau le plus élevé de l'île Idjoué, comme par exemple pour ceux qui connaissent Idjoué Sud, si vous allez vers Nyamoussissi ou bien surtout vers Mogote, là où il y avait des grottes, on allait souvent en colonie de vacances là-bas. Toute une journée, on va partir avec nos maîtres, maîtresses d'école. Et nous faisons de bonnes provisions parce qu'on ne va pas revenir si tôt. Hein. On part pour aller voir les grottes qui étaient en hauteur. Et on nous disait que si on entrait dans ces grottes, qu'on continue, on pouvait sortir par Malambo. Malambo, c'est la partie nord de l'île, à l'île du Nord. Et c'est très long. Alors, c'est de là que je viens et je vous demanderai si un jour, vous qui ne connaissez pas Idjoué, vous avez la chance d'être à Bukavu, à Goma, et ne perdez pas beaucoup de temps dans ces deux grandes villes parce que vous n'aurez rien découvert là-bas. Vous connaissez déjà tout, qui se retrouve partout dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Mais plutôt aller à Idjoué. À Idjoué, vous savez, vous allez vivre comme si vous y étiez au XIIe siècle. Parce que ça n'a jamais été développé, ça n'a jamais été construit. Les quelques constructions que vous allez trouver sont faites par les autochtones et c'est modeste. Donc il n'y a rien d'extravagant, mais c'est d'une pureté incroyable. La bouffe, elle est délicieuse parce qu'elle est produite du sol, déjà assez pas mal appauvri par une culture qui est comme répétitive sur un sol qui ne connaît plus de jachère, mais vu qu'on n'utilise pas les engrais ni des produits génétiquement modifiés, la bouffe est totalement délicieuse, ça goûte le sol. Voilà. Il y a des petits hôtels coquins que vous allez vraiment aimer. C'est bien, vraiment. Vous n'allez pas vous retrouver dans des grands hôtels, que vous avez des grandes villes, mais c'est des petits hôtels conviviaux et que vous allez totalement adorer. Le poisson, vous le mangez fraîchement pêché par les locaux et ça goûte du bon poisson. Et il y a d'autres petits poissons qu'on appelle les ndakala ou les ndougou, le goujon. Vous allez adorer ça. Voilà, et je tourne cette page et je continue. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Je parlais avec une connaissance de jeunesse que j'ai connue quand j'étais à l'école secondaire, que le monde est si petit. Donc, la personne m'a retrouvé sur Facebook, me dit, je ne suis pas sûr que c'est vous, mais le nom me dit quelque chose. Est-ce que vous avez étudié au complexe QLA? J'ai dit oui. Est-ce que vous connaissez Monsieur Ochudi? J'ai dit Ochudi Onema? J'ai dit oui, ce fut mon préfet d'études secondaires à l'Institut Uwezo. Il dit voilà, je viens de vous avoir. J'ai dit vous vous rappelez Lomami? J'ai dit oui, Lomami qui fut notre directeur de discipline, préfet de discipline. J'ai dit oui, il était méchant cet homme-là, oui, il était très méchant. Oui. Alors on a un peu divagué. Puis il a remarqué que je portais le t-shirt, la vareuse que vous me voyez porter là. Ça. Il me dit c'est quoi cet insigne-là? J'ai dit c'est le cuisson de mon bataillon. Elle a dit ah ouais, donc tu es militaire? J'ai dit oui, j'ai été militaire.
Ah oui? Où ça, au Congo? J'ai dit non, pas au Congo. Elle dit, alors, c'est d'où? J'ai dit, au Canada. Elle dit, vous avez été militaire au Canada? J'ai dit oui. Alors, tout d'un coup, la personne, vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas de frein et qui n'ont pas de filtre et qui vont aller tout droit au but. Hein. Puis, elle me demande, as-tu tué quelqu'un? C'est toujours la première des questions. As-tu tué quelqu'un? As-tu déjà tué du monde? C'est embarrassant comme question et c'est lourd. Alors, j'ai essayé de divaguer, mais la personne ne voulait pas lâcher le morceau. Puis elle me demande, elle me dit, d'abord, dis-moi, comment tu as pu, quelqu'un comme toi, comment tu as pu faire l'armée? Je dis, est-ce que c'est mauvais? Je dis, ah, moi, je n'enverrai pas mon fils faire l'armée. Il dit, j'ai de beaux garçons vigoureux, mais je ne voudrais pas qu'ils fassent l'armée. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais l'armée, est-ce qu'il y a d'autres métiers? Il n'y en a pas? J'ai dit, l'armée, c'est un métier noble par excellence. Elle dit, quoi? Elle dit, toi, tu étais très intelligent, hein, à l'école secondaire. J'ai dit, oui, il me semble que je ne suis pas devenu moins intelligent. Elle dit, oui, mais alors pourquoi tu es allé faire l'armée? Elle dit, oui, d'ailleurs, toi, j'étais avec toi encore. On est allé à l'université ensemble, mais moi, j'étais en sciences politiques, toi, tu étais en droit. J'ai dit, oui, oui, j'étais en droit. Elle dit, alors, pourquoi tu as choisi l'armée? J'ai dit, non, je n'ai pas choisi l'armée, c'est plutôt l'armée qui m'a choisi. Alors, elle voulait un peu savoir l'historique, comment j'en suis arrivé là. Et je lui ai dit ceci, le destin est ce qu'il est. On ne peut pas y échapper. Et seuls les élus de Dieu, vont faire l'armée sans y être contraints. Quand on n'est pas obligé de faire l'armée et qu'on fasse l'armée, oui, on est élu de Dieu. Et la personne a dit, je voudrais en savoir plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, tu veux le savoir pourquoi? Il dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu es chrétienne? Elle dit, oui, d'ailleurs, je suis diaconesse à mon église. J'ai dit, intéressant. Elle dit, est-ce que tu sais que souvent, nous aimons appeler Dieu l'Éternel des armées? Elle dit, oui. Pourquoi vous l'appelez? Pourquoi nous l'appelons? Ou pourquoi il est appelé plutôt? Pourquoi il est dit dans la Bible qu'il est l'Éternel des armées? Elle dit, franchement, je n'y ai jamais pensé. J'ai dit, c'est parce que Dieu a des soldats. Je dis, Dieu a des soldats? Je dis, oui. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Éternel des armées, parce qu'il a des soldats. Et il me dit, ben voyons. Oui, il a des soldats et on les appelle les chérubins. Dit, les chérubins, ce sont des soldats. Il dit, mais ce sont des anges. Je dis, oui. Là au ciel, Dieu a beaucoup d'employés. Et ces employés sont des anges. Mais parmi ces anges, il se choisit les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, les plus entreprenants. Et il les a appelés les chérubins. Ce sont des soldats, ce sont ces forces spéciales. Quand il veut donner des missions vraiment très critiques, de haut risque, de valeur supérieure, il confie la mission aux chérubins. Ce sont des soldats d'élite. La personne me dit, aujourd'hui, je vais entendre des choses que je n'ai jamais entendues. Personne ne m'a jamais dit ça. Je dis, parce que vos pasteurs passent le temps à vous parler de l'argent, des fiançailles et des visas. Mais ils ne vous disent pas pourquoi on appelle Dieu l'Éternel des armées. Mais aussi, il n'y a pas que des armées au ciel. Il y en a aussi des armées sur terre. Elle dit, voyons donc. Tu veux dire quoi? Tu veux parler des phares d'essai? Je dis, par exemple, les phares d'essai font partie de ces armées sur terre.
Mais toi, tu viens de me dire que tu es diaconesse, n'est-ce pas? Je dis oui. Tu es parmi ces armées-là. Ces armées sur terre, ce sont ces fidèles sur terre. Mais parmi ces fidèles-là, il peut choisir, et il en choisit d'autres qui font maintenant le service d'armes. Les FARDC, par exemple. Ce sont ces soldats aussi. Elle dit, aujourd'hui tu me dis des choses, je ne suis plus en mesure de te contredire parce que ce que tu me dis fait du sens quand même si je ne sais pas développer avec toi. Je dis, on va en parler si tu veux. Elle me dit, mais tu me diras comment tu as rejoint l'armée. J'ai dit, oui, je ne vais pas oublier. Alors je commence à aller à gauche, à droite, divaguer. Elle était très intéressée et n'écoutait que ça. Elle dit, en tout cas, je veux que tu me parles sans arrêt et je ne veux pas intervenir. Sinon, si je veux savoir plus de quelque chose, je te demanderai. J'ai dit, d'accord. Et puis il me dit, alors continue, me parler d'abord des soldats de Dieu. J'ai dit, tu sais, l'ange Michael, il me dit, oui, c'est lui le chef d'état-major des chérubins. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, ouais, car l'ange Michael, c'est lui qui commandait les anges, les chérubins, le combattant. Il m'a dit, où est-ce que tu retires tout ça? J'ai dit, tout ça c'est dans la Bible, mais comme moi je ne maintiens pas les versets bibliques, je ne peux pas te dire vraiment où trouver ça, mais quand tu vas aller trouver ton pasteur, pose-lui toutes ces questions, il va te sortir les versets bibliques et il va t'expliquer maintenant toutes ces choses. Pourvu que ce soit un pasteur qui connaît la Bible, pas un pasteur qui gobe les versets bibliques sans les comprendre. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est de vous parler du mariage, des visas et de l'argent. Alors, si vous comprenez bien où je vous amène, c'est pour vous dire que le métier du soldat, mettons, parce que quand je parle du soldat, c'est comme si je vais conscrire la notion. Mais je voudrais d'abord le rendre général et parler militaire. Un militaire, c'est un terme général qui veut dire policier, agent des services secrets du gouvernement, comme l'ANER, la DEMIAP. Je donne des exemples pour vous, Congolais et Congolaises, pour que vous compreniez. Mais dans d'autres pays, ou les gens d'autres pays qui m'écoutent, ils savent que dans leur pays, il y a des services secrets, donc des services d'intelligence, la police, l'armée, tout ça, c'est des services militaires. Mais maintenant, je vais reconstruire ça pour revenir à ce que j'ai fait, le service du soldat. Le soldat appartient à la branche militaire de l'armée. Alors, c'est là. C'est pour ça que vous allez voir le ministre Bemba, qui est le ministre de la Défense, est aussi le chef des policiers. Il est aussi le chef des services spécialisés comme l'ANER, la DEMIAP. Du temps où nous, on était jeunes, on ne connaissait pas l'ANR, on ne connaissait pas la DEMIAP, nous connaissions CND, CNRIS, CND, CNRI, SARM, des choses comme ça, des services ultra violents. Aujourd'hui, il paraît qu'ils ne sont plus violents, ils sont devenus civilisés. Ils font des choses... En fait, sous Tshisekedi, ils sont devenus civilisés, mais sous Kabila, c'était des services aussi violents comme du temps de Mobutu. C'était même plus violent que du temps de Mobutu, il paraît, que ça tuait à tour de bras. Mais depuis que Tshisekedi est président, ces services-là ont repris la toge de leur gloire et de leur honneur. Voilà. Alors, je retourne en arrière, où on en était, le service du soldat dont je parlais. Alors, les chérubins.
Les chérubins qui sont les forces d'élite de Dieu, les soldats d'élite de Dieu, dont le commandant, le chef d'état-major général, est Michael. Et alors, Lien parlait de ça et puis il me dit, maintenant retournons à toi-même, comment tu en es arrivé à ça? Je lui ai dit ceci, peut-être je ne te l'avais jamais dit, la famille de ma mère regorge quelques militaires. Et je les ai vus quand j'étais tout petit. Je les admirais beaucoup. Ils étaient grands, ils étaient très costauds. Et quand ils venaient en vacances, je me rappelle mon oncle Gilbert, mon oncle Gervais. Ils étaient vraiment imposants. Ils étaient tout beaux. Et j'en bavais, hein, là. J'avais quasiment la salive qui me coulait dans la bouche. Allez voir. C'est que, en grandissant, j'ai essayé. J'ai essayé, surtout quand j'ai eu mon diplôme d'État, je voulais faire le service militaire. Et quand j'étais à Kananga, je me dis, je suis à Kananga, et l'école des officiers, c'est ici, à l'EFO. EFO, c'est École de formation des officiers. Je pense que c'est ça, EFO. Oui. J'ai dit, je vais y aller. Je suis allé à pied jusqu'à l'EFO. Je ne savais pas quelle était la procédure. J'arrive là, j'ai dit, je vais rejoindre le service ici. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu dois avoir des recommandations. Mais je n'avais pas de recommandations, c'est que je suis retourné à la maison, chez ma sœur. Voilà, je n'ai pas été retenu. Je suis arrivé à Kinshasa, j'ai essayé. Je ne l'ai pas dit au cousin chez qui je vivais, qui était un officier de la DSP, mais j'ai utilisé d'autres voies pour aller à Kibomango. Ça n'a pas réussi, j'ai laissé faire. Je suis arrivé en Afrique du Sud, et pendant que j'étais en Afrique du Sud, j'ai voulu me faire recruter dans les forces, la SNDF. C'était South African National Defense Force. C'est les forces militaires d'Afrique du Sud. On m'a dit, non, on ne peut pas te prendre parce que tu n'es pas citoyen sud-africain. Quand j'ai eu ma résidence permanente, je suis allé, j'ai dit, j'ai la résidence permanente, est-ce que vous pouvez me prendre? Ils me disent, non, on ne peut pas te prendre, tu n'es pas citoyen sud-africain. Et quand j'ai eu ma citoyenneté, je n'étais plus intéressé parce que j'avais un boulot qui me donnait des moyens de vivre. Là, j'étais au département de justice avec un petit boulot, mais ça me donnait les moyens de vivre, j'étais bien. Et je n'avais plus de raison. C'est comme si j'avais perdu un peu la flamme. Je me suis dit, non, oublie ça, je gagne ma vie, on oublie ça. Quand j'ai quitté l'Afrique du Sud et que je me suis retrouvé au Canada, il y a une expression qui dit que l'animal porte le secret de sa mort sous sa patte. Pour parler, une façon de dire que le destin, notre destin, nous poursuit partout. Alors, j'étais à l'université Laval, dans la ville de Québec. Et j'étais en train de poursuivre mes études de droit là-bas. Me voici, je prends le bus qui m'amène à l'université et c'était l'hiver. Je descends à l'arrêt parce que le bus nous amène jusque dans les enceintes de l'université. Je descends à un pavillon qui s'appelle Desjardins. Je descends dans ce pavillon-là pour aller prendre les corridors souterrains. Parce qu'à partir de corridors souterrains, vous pouvez aller à toutes les facultés sans devoir affronter le froid qui fait moins 20, moins 30 degrés dehors.
C'est que je sors du bus qui est chauffé, je descends et j'entre directement dans le pavillon des jardins et je vais descendre dans les corridors souterrains. Là, je vois ce beau soldat qui était habillé en tenue de gala militaire et qui était assis devant une table bien décorée d'armoiries militaires, tout ça. Il me salue, il me dit bonjour monsieur, est-ce qu'on peut vous parler? J'ai dit non, je ne peux pas parce que je suis en train de courir, je dois aller à la faculté, il ne me reste que 5 minutes avant que le cours ne commence. Ils me disent non, accordez-nous une minute. Je dis non, je ne peux pas. Le temps que je discute avec eux, il me dit monsieur, vous venez de prendre une minute, si vous nous aviez écouté, on aurait déjà fini. Je dis ok, parlez vite, vite alors. Ils disent nous sommes des forces canadiennes et nous sommes en train de recruter des étudiants pour ceux qui veulent faire. Je dis écoutez, moi je suis résident permanent. Je ne suis pas citoyen canadien. Mais rappelant d'Afrique du Sud qu'on ne pouvait pas me prendre en ce temps-là parce que j'étais résident permanent. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Alors je dis, je suis résident permanent, vous ne pouvez pas me prendre. On dit, ah oui, on peut te prendre. Mais tu vas commencer par la réserve. C'est-à-dire, c'est quoi ça la réserve? Alors ils commencent à m'expliquer, je dis, non, c'est long, je dois partir. Alors ils me disent, donne-nous ton numéro de téléphone. Ou donnez-nous votre numéro de téléphone, on va vous rappeler. Là, je n'étais pas encore si doué avec les numéros de téléphone, c'est que je ne pouvais pas comme donner info. J'ai donné le numéro qui me venait en tête et il était vrai, le mien. Je l'ai donné. Une fois parti, je me dis, ah non, j'ai donné le bon. J'ai dit, ok, c'est pas grave. De toute façon, quand ils vont m'appeler, je ne vais pas répondre. Et je suis parti. Je suis allé à la faculté. J'ai oublié. Et 2 semaines après, ils ont appelé chez moi. Ils ne m'ont pas eu. Ils ont eu quelqu'un au téléphone à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, j'avais eu des comptes à rendre. Parce que la personne trouvait que je commettais une grosse erreur. Il dit, toi qui as la chance de devenir avocat, juge dans ce pays, tu veux devenir soldat? Je dis, de quoi tu me parles? Il dit, tu ne sais pas de quoi je parle? Je dis, non, c'est parce que l'armée canadienne a appelé ici. Je dis, l'armée canadienne a appelé ici? Il dit, oui, comment ils ont eu ton numéro? Le capitaine Marmen a appelé. Je dis, ah non! Là, j'ai dit, oui, je m'excuse, oui, j'avais donné mon numéro. Alors, je devais tout expliquer, la litanie, une grosse litanie. Pour faire l'affaire courte, j'ai admis mon forfait et je n'ai pas retourné le rappel. Une deuxième fois qu'ils ont appelé, ils m'ont manqué, ils ont laissé un message et je n'ai pas été le premier à lire le message. Malheureusement, j'ai eu encore à rendre compte. Mais cette fois, j'ai retourné le rappel. Ils m'ont dit, Monsieur Bahia, vous n'y êtes pas obligé, mais venez à une séance d'information. On va juste vous informer de comment ça fonctionne l'armée canadienne. J'ai dit, je n'ai pas du temps. Il dit, ça se fait le samedi. Venez le samedi et ce sera à 17h au manège militaire de la ville de Québec, les voltigeurs. Oh, je suis allé. Et c'était intéressant. D'abord, il y avait de la bouffe, il y avait à manger et à boire pour tout le monde. Et pour la première fois, il y avait différentes armes étalées là. Et j'ai vu des militaires bien habillés, qui sont chics, qui sont beaux. Ça m'a rappelé mon enfance, mes oncles. Et tout d'un coup, mon cœur battait. Doup, doup, doup. Puis, ils ont appelé tout le monde. Je n'étais pas seul, il y avait d'autres personnes, des jeunes gens, hommes et femmes, qui étaient conviés à cette rencontre-là. Ok.
Ça fait 24 minutes que je parle, 24 minutes 50, c'est que je vais couper cette vidéo pour continuer la deuxième partie. OK? Voilà. À tout de suite.